Bonsoir YouTube. Alors, on regarde si ça se compile bien. Et donc, on espère au bout avoir plein de gemmes précompilées pour pouvoir installer Vagrant sans un soupçon de compilation sur un conteneur. J'ai Vagrant en gemme Ruby avec Vagrant Libvirt en gemme Ruby. Voilà, c'est l'idée du truc là. Ça prend son temps, hein. Un stream apaisé. Apaisé. Surtout que là, il n'y a pas grand monde ce soir. Hein. Bon. Ça compile, tranquillou, tranquillou. Voilà. Et on va voir maintenant en test. Et pendant ce temps, sur l'autre écran, je fais un PR review qui me semble bon. Une modification dans le projet DevSec SSH Baseline que vous pouvez voir sur GitHub. Seems good to me. Et je vais autoriser le merge. C'est parti, je merge. Ah! Install missing gem executables with bundle install. Ah, c'est le check vagrant status qu'il trouve pas. Donc il arrive jusqu'en bas. C'est déjà un début, ça. C'est un énorme progrès. Il n'y a pas d'histoire de compilation qui manque ou pas, là. Il arrive au bout. Mais il trouve pas Vagrant au bout. Pourquoi il trouve pas Vagrant? Vagrant Cloud. Alors. Command not found Vagrant. Bundle exec Vagrant status. Et alors, ce que je vais faire, je vais prendre ce gem file là. On va faire un test.rb. Et je vais voir ce que ça me sort. Ruby test.rb. Bon, bien sûr, ça sort que des conneries.
plutôt que ça, ce que je veux voir, c'est les valeurs de Vagrant Libvirt version et Vagrant version. Bas version et P Vagrant Libvirt version. Donc voilà. Vagrant Libvirt version. C'est easy. C'est ça. Alors, je vais juste vérifier. Ça marche aussi de ce côté. Oh mais ça je m'en fous de UNF XTT. Nani? C'est nano. Bundle lock. Voilà. Alors, bundle. Voilà. Du coup, on a ça. Hop. On va à l'export. Ok. Et Vagrant version, lui, il le vaut. Ça. Et donc, je veux voir quelle tronche ont ces variables dans mes transformations. Déjà. Export. Vagrant version. Test RB. Ouais, je fais juste Ruby test RB. Can't modify frozen string. Ah. C'est vrai. Alors. C'est la ligne 4. C'est ça. Vagrant... non, Ruby, can't modify from string. Alors, quelle serait la façon de faire, du coup, qui lui plairait? Arcdup. Ok. On va tester ça, hein. Ah. Je sais pas pourquoi le bash... le script là reconnaît pas mon iPad externe. Bon. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça change rien, hein. Ou alors j'ai loupé un épisode. Ah, peut-être ici. Oui, il y a quelque chose là. Il faut mettre un plus devant. Oh là, Tommy! Alors. Ok. On est bon. Alors, l'idée, c'est dans ce gemfile, donc on va rajouter ce petit plus.
Donc on va reprendre notre truc. Alors, quoi de neuf? Écoute, j'ai galéré toute la journée pour faire fonctionner Vagrant avec Vagrant libvirt, parce qu'il y avait des conflits d'environnement, parce que la dernière version de Vagrant packagée est toujours en Ruby 2.6, alors que mes environnements ils sont en Ruby 2.7. Donc, j'en ai eu ras-le-bol, je suis retourné au code source de Vagrant, je le compile en gem, dans un environnement Ruby 2.7, et là, je vais essayer de lui faire comprendre qu'il y a Vagrant libvirt qui l'attend. Voilà. Et donc ce gemfile là, en gros, c'est Vagrant que j'ai compilé en local, plus Vagrant libvirt que j'ai compilé aussi, et les deux devraient, en bas du test, sortir les commandes Vagrant correctes. Voilà, c'est ça le truc. Et une fois que c'est au point, ben, on passe ça dans le conteneur, et on aura un conteneur Vagrant, avec un Vagrant compilé en gem et un Vagrant libvirt compilé en gem. Et donc on va pouvoir continuer à tester libvirt avec Vagrant. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair. Beau programme. Ouais, ouais, ouais. Ah, les joies de Vagrant. Hein. Donc là, avec cette étape-là, on compile toutes nos gemmes qui ont des extensions natives, là. Native Extension et tout ça. On va les récupérer après pour les passer en test et pouvoir les installer sans outils de compilation. Donc sans RubyDev, sans Make, sans GCC et tout ça. Et après, on espère que ça marche. C'est pour ça que les tests sont là. Hein. Alors là, il n'avait pas trouvé la commande Vagrant. Hmm. On espère que là, il va la trouver. Hein. Sinon, t'as passé une bonne journée, Toby? Donc ouais, pour essayer de monter les plugins quand on utilise Vagrant avec Gem, je m'appuie sur leur doc qui dit qu'il faut faire un Gem file avec... Bon, le groupe pour Vagrant, il importe peu que ce soit production, développement, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait un groupe plugins qui contienne les plugins qu'on veut charger dans Vagrant. Et du coup, quand on a ce Gem file, on est obligé de tout exécuter avec bundle exec Vagrant. Là, il y a une petite combine qui n'est pas compliquée. Il suffit de faire un petit script shell qui soit intitulé Vagrant et qui est dedans la commande pour faire bundle exec Vagrant. Donc, du coup, on réutilise la commande Vagrant, mais derrière, c'est bundle exec Vagrant.
Bon. On attend que ça compile. Allez, ça avance. Alors, on va passer au test maintenant. C'est parti. Ah, il trouve toujours pas Vagrant. Pourquoi? Il est là, hein, Vagrant 2 de 10. Il est beau. Alors, c'est pas le bon chemin, peut-être. Il y a quelque chose que j'ai pas compris dans la syntaxe de path, peut-être. Un gemfile. Local. Path. Alors. Var lib gem 2.70 gem. Ah, il n'y a pas le gem final. Ça doit être ça. Oui. Là, ça, c'est en trop ça. Donc on a Vagrant 2 de 10 et Vagrant libvirt 030. Vagrant avec le numéro de version 2 de 10 et Vagrant libvirt 030. Allez, espérons que ce soit ça.
Bon, si ça c'est bon, de toute façon il faudra le faire, il faut ensuite uploader tout ça. Donc on a les gemmes compilées à uploader, mais ça il n'y a aucun souci. Par contre, celle qui fait uploader, c'est Vagrant Gem. Donc on y voit plus clair. Je vais faire un script déploie. Voilà. On va mettre tout ça. Alors, on crée le dossier dans lequel on décompresse les gemmes compilées. Ensuite, on les mass upload avec ce script que j'ai fait. Ok, ça c'est pour les gemmes précompilées. Mais il faut en plus qu'on upload Vagrant lui-même, vu que maintenant on le compile nous-mêmes. Voilà. Pour ça, je vais regarder la commande que j'utilise dans gem mass upload, que j'ai oublié depuis le temps. Alors c'est gem push KV secret le host avec ses credentials et le file qui est en l'occurrence Vagrant mais avec son beau numéro de version. .gem et le numéro de version il est extrait faire ça. Hop. Voilà. Voilà. Avec assets devant. Voilà. Ah, tu lag de ouf. De mon côté, ça a l'air d'aller. J'ai pas de perte réseau, donc ça a l'air d'être ok. Vivement la fibre, ouais. Ah, attends, Vagrant version, il faut le récupérer aussi. C'est ça, pour le récupérer. Voilà. Je vais mettre plutôt ici, pour plus de clarté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas là? C'est Shell Check cette fois qui est pas content. C'est la syntaxe shell. Alors. C'est bon.
Bon, du coup, celui-là, je peux l'arrêter, parce qu'il est maintenant obsolète. Ah, un PC sous Windows qui se charge, je sais pas quelle mise à jour. Ah, les joies de Windows. Moi, j'ai jamais travaillé sur Windows. Du coup, il me prend toute la bande passante. Ouais. J'ai travaillé jusqu'à il y a 7 ans, 8 ans sur Mac. Et là, depuis 7 ans, 8 ans, je suis entièrement sur Linux. Alors, principalement Ubuntu. Et là, Elementary OS. Et ça me va très bien. Et pour les jeux, j'utilise Wine. J'ai un gestionnaire de jeux qui s'appelle Lutris. Et dessus, tu peux greffer tout un tas de couches d'émulation, de simulation, etc. Et dont Wine. Et ça marche très bien. Et en dehors de jeux, il y a peut-être les suites Adobe et tout ça qui sont pas trouvables sur Linux. Et GIMP et Blender sont quand même beaucoup plus compliqués à utiliser. Beaucoup plus puissants, mais beaucoup plus compliqués à utiliser. En dehors de ça, LibreOffice fait très bien le boulot de Microsoft Office. Les navigateurs, ils sont dispo partout. Ouais. Bon, on attend que ça compile, hein, tranquillou. Bonjour, bonjour à ceux qui regardent. Ici, on fait du DevOps. Là, en l'occurrence, on compile des gemmes Ruby avec des extensions natives pour pouvoir les passer entre des environnements sans avoir à les recompiler à chaque fois. Et donc garder des environnements de prod sans outil de compilation. Donc on attend patiemment et ça compile. Et après on va les récupérer dans une archive et les passer en environnement de test. Pour ceux que ça intéresse, en sous-jacent j'utilise la gemme qui s'appelle Gem Compile de Luis Lavena. Voilà. Donc Gem Compiler, c'est une gemme qui permet donc d'incorporer
des extensions natives précompilées dans des gemmes qu'on peut mettre sur des repos privés, quoi. Et donc, ça permet que dans les environnements prod, les gemmes Ruby qu'on télécharge du repo ont déjà leurs extensions précompilées, et donc on n'a pas à avoir des outils de compilation pour les compiler sur place. Voilà. Donc ça fait des environnements prod plus sécurisés et plus rapides aussi. Voilà, voilà. Allez. Faut que ça avance. Il y a des gens qui regardent. Allez, GitLab. Les fais pas patienter. Ah bah voilà, suffit de parler gentiment. Alors, phase de test maintenant. Oh, toujours pas. C'est relou. Pourquoi il ne voit pas? Alors, réfléchissons. Dans le groupe production, on a Gem Vagrant. Et ce chemin-là. Regarde leur doc. Gem Vagrant. Qui a le bon chemin. Attends, il oblige à mettre dans Development? On va voir. On va tester. On va mettre un environnement de développement. On va voir si là il repère. Ça peut être l'installation de Vagrant aussi qui est foireuse, hein. Une liste. Non, il est là, Vagrant. Ah, ça peut être autre chose. Ça peut être le fait que... Vagrant... Attends, je réfléchis. Vagrant Livirt et Vagrant qui sont là. Ça peut être le fait que dans le pass actuel...
Il n'y ait pas le chemin qui soit chargé. Regardez ça. Ça me paraît bizarre, mais ça peut être ça. On a ça dans Rare. Lib. J'aime. 2.7.0. Bin. Et là, normalement, on a Vagrant. Alors déjà, on va vérifier qu'on a Vagrant là. Ensuite, on va vérifier le contenu de Path. Echo, $pass. Et on va voir ce qu'il y a dedans. J'ai bien envie de vérifier aussi le contenu de Gempath. On va mettre un délimiteur pour qu'on voit bien. Voilà. Le log. Du coup, on va tous les effacer, ceux-là. Et on va attendre que le dernier se fasse. Ah. Alors du coup, pourquoi mes tests d'environnement Ruby passent, eux? Ouais, c'est parce que je le mets, le passe. Effectivement, il faut le mettre. On va voir ce qu'il nous propose et on mettra on rajoutera à pass le path correct. Je prononce beaucoup path à l'anglaise avec le...
Donc du coup, Ruby root mode, non. Ce ne sera pas forcément nécessaire. Comme on va chercher sur un repo privé, il faut lui mettre son mot de passe, qui est chargé depuis une variable, en l'occurrence depuis le point env, que j'afficherai pas du coup. Alors, du coup, on n'a plus besoin de binaries ici, vu qu'on veut Vagrant en pur Ruby. On n'a plus besoin d'importer Vagrant ni quoi que ce soit. Plus besoin de l'installer. Par contre, on va lui faire un petit fichier. Un petit template en l'occurrence. On va mettre là. Templates. Là. Et dedans, on va mettre un Vagrant. .sh. J2. Et dedans, on va lui mettre le contenu de ce qu'on veut. C'est-à-dire ça. Sauf que là, si c'est user Ruby. Et puis user binaries. Si ça devient user Ruby. User Ruby. Voilà. User Ruby. On va lui mettre les variables qu'il faut d'environnement. Donc c'est... il n'y a pas de Python, donc on vire Python. Voilà, on garde que Ruby. C'est bien. On est bon là-dessus. Et on veut... les dépendances qu'il faut, donc c'est pas VirtualBox, c'est fini VirtualBox, c'est libvirt. Libvirt 0 n'est plus en package binaries mais en package Ruby. Ruby. C'est plus un binaries project, c'est purement un Ruby project. Vu qu'on abandonne le packaging de Vagrant en binaire. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'étape. Il faut transférer le vagrant.sh là où il faut. Qui est en fait ça. Voilà. On met les petits single quotes. User Ruby group. User local bin vagrant. Vagrant.sh.j2. Bah, ça me semble correct. On pourrait même aller un cran plus loin. On pourrait mettre ce vagrant.sh.j2. Oh, non, on va le laisser comme ça. Dans un user local, dans un local bin local justement.
Non, je pense que c'est bien comme ça. Ah. Non, on va aller au plus restreint. Donc c'est home user bin. Là. Du coup, là, on réduit les droits d'accès à Other et à groupe. Par contre, il faut lui créer son répertoire et le monter ensuite dans l'environnement. Ah. Create. Attends. Binaries directory. Donc ça, on reprend cette étape de binaries. C'est la seule qu'on reprend, donc on va pas prendre tout le rôle pour ça. On délègue tout. Que si, on pourrait reprendre tout le rôle. Ouais, ça serait plus propre. Ouais, c'est ça qu'on va faire. En fait, on va se servir des rôles complètement. Donc, en plus de Copint Environment Ruby, on va avoir un Copint Environment Binaries. Et pour Binaries, le user Binaries, c'est le user Ruby. Dans les playbooks, il faut essayer d'avoir le minimum de tâches qui soient dans le playbook. Il faut qu'il y ait le maximum dans les rôles et dans les collections, forcément. Et donc, le binaire, comment on fait appel à un fichier templaté? C'est local binaries template, je crois. Hein. Moi, j'avais fait mon truc. Local templated binaries. Voilà. Et le local templated binaries qu'on va mettre ici, c'est local pass et binary. Local pass. Hop, hop. Hop. Et qui tombe en Vagrant. Cool. Voilà. Et ensuite, dans le path, il faudra rajouter le binary en question. Le binary en question. Et le point. Hop. Hop. Slash bin. Voilà. Donc ici, normalement, on est bon. On a un Vagrant qui sera prêt. Avec les bonnes variables d'environnement. Espérons-le. Donc de ce côté-là, il reste juste à modifier le gemfile une fois qu'on a tout uploadé. Ici, est-ce que ça a foiré ou pas? Oui. Pourquoi? Ah, var lib gem no such file or directory.
Attends, j'en ai un, moi, en local. Non? Un libgem 2.7.0 slash bin, je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? En cache, on sait que ça marche. Ok. Gems. Ok. Et gem bin. Ok. Attends. Souvent avec Ansible, j'essaye, de ce que j'ai compris, c'est de faire des rôles qui soient au max génériques et des playbooks plus spécifiques. Mais justement, je gère un truc du genre où j'ai beaucoup de playbooks différents que je joue avec un script bash du coup. Bah, ouais, l'idée, ça serait de mettre un maximum dans les rôles, mais qui soient comme génériques, mais tu peux les rendre plus flexibles avec des fichiers de variables. Et dans les playbooks, avoir le minimum de tâches qui soient spécifiques au playbook. C'est pour ça que moi j'ai des rôles très génériques dans Ansible. Montrer. Là. J'ai un projet complet qui s'appelle Ansible Environments, qui est chargé de faire des environnements Ansible pour des types de langages. Donc on a celui de base qui renforce Linux, on a Node.js, Python, Ruby, on a PHP dans les cartons, et on a les binaires. Les binaires, en gros, c'est tout ce qui est précompilé, donc tout ce qui est à l'origine du Go, du C++, du C, du Rust, etc. Donc le binaire, et en gros, il met le binaire qu'on récupère dans le bon répertoire avec les bons droits, et il met le pass de ce répertoire correctement. Ces rôles-là, ils sont très génériques, et ils sont flexibles parce qu'ils ont des fichiers de variables qui leur permettent de faire beaucoup de modifications. Tu vois ? Voilà. Ça, c'est pour les binaires. Donc, avec les binaires, on peut prendre un fichier stocké dans le dossier files, un fichier stocké dans le dossier templates, et les mettre comme des binaires, ou alors prendre des binaires sur des repos externes, et il se charge de vérifier la signature, le hash, etc. Voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir des playbooks avec très peu de tâches, quoi. Qui soient vraiment... Parce que le truc, c'est que si tu commences à mettre beaucoup de tâches dans un playbook, au bout d'un moment, tu vas dire, mais ces tâches, je peux les réutiliser ailleurs, dans un autre playbook. Et du coup, tu te retrouves de nouveau à devoir détacher ces tâches de ce playbook, en faire un rôle pour pouvoir le réutiliser ailleurs. Voilà. Donc moi, je fais comme ça. J'essaye d'avoir des rôles effectivement génériques, mais très flexibles par le jeu des variables, et le minimum de tâches possible dans les playbooks. Les playbooks étant au final quasiment juste des callers, des appeleurs pour les rôles qu'on veut. Et donc les post-tasks et les pre-tasks que tu vois là qui font le fonctionnement conteneur, elles ont vocation à partir dans un rôle un jour ou l'autre.
Sauf que ça sera peut-être 2 rôles. Parce que les rôles ne gèrent pas très bien de splitter les tâches, d'en faire tourner une partie avant les autres et une partie après les autres. Donc à mon avis, ça sera 2 rôles. Voilà l'idée. Mais ça sera dans une grande phase de refactorisation qui aura lieu quand j'aurai ma première version de Forge logiciel. Parce que j'ai plein de choses à refactoriser. Parce que j'ai effectivement à beaucoup d'endroits du code qui est quasi similaire. Et donc il faut absolument que je le maîtrise, quoi, que je le rassemble et que je fasse les subtiles différences juste par un jeu de variables. Et vraiment, ce qui est prioritaire pour le moment, c'est de faire la forge logicielle pour pouvoir tout migrer dessus et pouvoir faire ces factorisations en me servant de la forge logicielle elle-même. Bon, on attend que ça compile, hein, tranquillou, on commence à avoir l'habitude. Du coup, le gemfile qui est là, il va ressembler de plus en plus à ça. Alors, attends. Il y aura une source en dessous dans le vagrant plivirt qui lui soit en 0.3 0.3.0. Le groupe, on va l'appeler Dependencies. Qui sera pas en RubyGem, mais en rubygem.priv.copain.net private. Donc ça va chercher dans la partie privée de notre gemstash les gemmes précompilés. Tout ça, c'est des gemmes précompilés. Et ensuite, on va chercher dans ce même repo private, on va faire un groupe production. Ça distinguera. Qui lui cherchera le vagrant qui sera normalement compilé. Donc c'est un vagrant avec la version 2.10. C'est-à-dire une version qui date d'août. Il y a eu des versions depuis, mais elles ont tout un bug que j'ai signalé. Et donc il faut attendre qu'ils corrigent. Et donc la dernière qui soit stable, c'est 2.10. Donc voilà, ça c'est le gemfile final. Et donc une fois que tout est push, je vais pouvoir faire un gemfile lock. Et ensuite on va pouvoir reconstruire le conteneur. Alors je pense qu'il faudra le débugger un peu, parce qu'à mon avis, il y a plus de choses qui vont devoir aller sur cette source-là. Parce qu'il y a plein de dépendances de vagrant qui ne seront pas ici, mais qui seront présentes dans cette source-là, et donc il va falloir les déplacer après.
Alors, les tests ont foiré lamentablement. Et pourquoi? Gem bin directory, il n'existe pas. Gem, il est là. Mais pourquoi il n'existe pas? Mais Vagrant est bien installé, non? Ouais, il est là. Mais pourquoi il génère pas? C'est bizarre, ça. Il y a peut-être un paramètre dans la configuration de Ruby, de bundle plutôt, qui pose problème. Regardez ça. Stub qu'il faut peut-être faire ça. Ça. Bundle config, set system true, ok, bundle. Ah! Si c'est set system true, c'est peut-être pas là du tout, mais dans user local bin. Mais le chemin serait pas monté, user local bin? On va voir. Et normalement, set system true, ça merge vraiment les gemmes Ruby avec le système. Alors... Bon, ben YouTube, on voit ça dans le prochain épisode. Est-ce que mon intuition est juste ou pas?